Alors, bonjour à tous. Alors, le 3 points d'introduction. Le premier, c'est ce que je vais dire là maintenant est inspiré d'une étude que j'ai eue avec un ami, Rav Moshe Netanel Bronstein, qu'on a fait il y a quelques années lors d'un colloque sur le langage. Et donc, ce que je vais dire est entièrement puisé de cette étude qu'on a eue en travaillant ensemble. Premier point. Deuxième point, on va parler du langage, comme vous avez vu dans le SMS. Et sachez en fait que la problématique du langage est une problématique qui, qui va être une sorte de trame dans, en tout cas, la paracha de Noach. Pourquoi dans la paracha de Noach? Il existe au nom du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov fait remarquer de façon assez jolie, vous tournez votre document au dos, et le texte du tout début de la paracha dit la chose suivante. Selecha Teva, donc Hachem s'adresse à Noach. Le monde se tient mal, il faut proposer au monde une sorte de convocation à la tchouva. Et dans cette convocation, il va falloir que Noach crée une arche pour se protéger. Il dit Hachem, Selecha Teva Atse Gofer, fais-toi une arche, Atse Gofer, de bois de gopher. Personne ne me pose la question c'est quoi le gopher parce que je ne saurais pas répondre. Kinim ta Selecha, tu distribues cette arche en cellules. Et tu vas l'enduire en dedans et en dehors de poids. Ouais, c'est la chaux, le poids. N-A-O-H. Donc il a donné d'abord ce par quoi doit être constituée l'arche. Et deuxième chose, et tu la feras comme cela. Il va donner les dimensions. Il va donner les dimensions. 300 amas de long. Orechateva, la longueur de la teva, 50 amas orva de largeur, donc ça fait 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur, ou shloshim amas komata, et de 30 amas, de 15 mètres de haut. Dans le Baal Shem Tov, avec une lecture midrashique, va proposer cette remarque suivante. Lorsqu'on prend donc les lettres qui composent les dimensions, 300 dans la valeur numérique, c'est la lettre Shin. 30 de hauteur, c'est la lettre Lamed. Et 50 de largeur, c'est la lettre. Donc on a Lamed, Shin et Nun. Tu veux dire Lachon. Ouais. Lachon, c'est le langage. Sous-entendu, Hachem lui dirait, regardez comment c'est intéressant, Aselecha Teva. Teva, c'est une arche, mais c'est aussi un mot. Fais-toi un mot avec Lachon, avec un langage. Sous-entendu, il y a une sorte de réappropriation de la fonction du langage. C'est que depuis le début de la Torah, lorsque Hachem crée le monde, alors il dit que Vaïpar Ba'apav Mishatraim, dit le onkelos, tout le monde connaît son onkelos, Ruach Memalela, la faculté de parler. Ça, c'est en fait la définition même de l'homme. Lorsqu'on parle de Neshama de l'homme, on parle de la faculté de parler. Maintenant, apparemment, il y a une sorte de parole, de langage qui a été falsifié, qui a été abîmé à l'époque de Noach, et donc il y a un devoir de venir réamorcer la pompe au niveau du langage. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de Noach. On voit que finalement, 120 ans de construction ne vont rien donner, puisque finalement Keshbro va abattre son courroux sur l'humanité, sur les animaux, et il y aura ce fameux déluge qui va ne laisser comme vestige exclusivement que 8 êtres humains, c'est-à-dire Noach, son épouse, Shem, Ham, Veyafet, qui sont les 3 enfants de Noach, et les 3 brus respectifs. Donc on a une humanité qui va repartir avec 8 personnes. Maintenant, petite aussi remarque par rapport au langage, on voit que l'enfant de Noach s'appelle Shem, Shem veut dire le nom. Donc, tout gravite autour du concept du langage, du nom, de la faculté de s'exprimer. Et Shem, nous on s'appelle les Sémites, au nom du Shem, ça veut dire qu'il y a un enjeu absolument essentiel au niveau du langage. Alors, on va, commencer de façon assez originale par un texte, donc toujours au dos de la feuille, de Bergson, qui est un texte très connu sur la façon dont Bergson aborde le langage. Il dit la chose suivante, donc je vais lire avec vous et je vais souligner les points les plus essentiels, qui nous permettent ensuite de comprendre, en tout cas d'aborder de façon beaucoup plus profonde, le texte qu'on va voir. Ça va nous donner on va faire un comparatif par rapport à ça, c'est assez intéressant. Dit Bergson, enfin pour tout dire, nous ne voyons pas les choses mêmes. Nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles. Ça veut dire lorsque tu vois quelque chose, tu lui flanques tout de suite une étiquette. Si demain, il y a en face de nous un chien, un enfant va flanquer l'étiquette de Médor ou de Boulébil,
nous on pourra y voir un outil de protection, c'est-à-dire que chacun va affecter au chien, à l'image du chien, une idée, un nom, ouais, qui est finalement une étiquette flanquée sur le... Tu veux rendre ça? Alors, cette tendance issue du besoin, c'est-à-dire qu'en fait il y a une nécessité, tu ne peux pas dans la vie commencer à traduire tout ce qu'évoque le chien. Tu veux des bonbons? Désolé. Tu peux pas dans la vie. Désolé, je fais une petite séance de publicité. Ça sent le squat. Il va venir relayer, on a eu un petit couac. Elle est malade. Donc lorsque, si tu voulais maintenant être un puriste et exprimer exactement ce qu'est le chien, alors il y aurait trop de gamme. Donc en fait on est obligé de façon technique, bon, Médor ou bien Épiste. Même pour les hommes on dit Épiste, viens ici. Des fois même le nom nous échappe. Cette tendance issue du besoin s'est encore accentuée sous l'influence du langage. Car les mots, à la question des noms propres, désignent des genres. Et ce ne sont pas seulement les objets extérieurs, ce sont aussi nos propres états d'âme qui se dérobent à nous. C'est-à-dire, non seulement tu n'arrives pas à traduire c'est quoi un chien, photo, non seulement on n'arrive pas à traduire c'est quoi un chien, mais même nos propres états d'âme, si tu veux t'exprimer par exemple sur un sentiment de mélancolie que tu as, eh ben, tu auras énormément de mal. Tu auras énormément de mal à pouvoir décrire tes sentiments, dit donc Bergson. Ce sont aussi nos propres états d'âme qui se dérobent à nous dans ce qu'ils ont de personnel, d'originellement vécu. Quand nous éprouvons de l'amour ou de la haine, quand nous nous sentons joyeux ou tristes, est-ce bien notre sentiment lui-même qui arrive à notre conscience avec les 1000 nuances fugitives et les 1000 résonances profondes qui en font quelque chose d'absolument nôtre? Donc on a une sorte de cécité par rapport à nous-mêmes, dit Bergson. Nous serions alors tous romanciers, tous poètes, tous musiciens. Ouais, pour vraiment traduire ce qu'il faut, il faudrait en fait un musicien, un romancier ou un poète. Mais le plus souvent, nous n'apercevons de notre état d'âme que son déploiement extérieur. Nous ne saisissons que de nos sentiments, que leur aspect impersonnel, celui que le langage a pu noter une fois pour toutes, parce qu'il a à peu près le même, dans les mêmes conditions pour tous les hommes. Il y a une sorte de consensus pour exprimer, on va dire, voilà, j'ai le blues. En ce moment, je suis un peu spleen. Mais spleen veut rien dire, finalement. Ouais, en fait, il y a une gamme énorme qui peut exprimer les spleens, mais qui peut être pour des raisons différentes et avec des... Ouais, donc, finalement, il y a une sorte de consensus qui est mis en place. Ainsi, jusque dans notre propre individu, l'individualité nous échappe. Ouais, notre individualité majeure nous échappe. Nous nous mouvons parmi des généralités et des symboles, comme en un champ clos. Notre force se mesure utilement avec d'autres forces. Et fascinés par l'action, attirés par elle, pour notre plus grand bien, sur le terrain qu'elle s'est choisi, nous vivons dans une zone mitoyenne, c'est le point le plus essentiel à attraper, entre les choses et nous. On est en fait au milieu, entre les choses et nous, extérieurement aux choses, extérieurement aussi à nous-mêmes. On est toujours à l'extérieur de tout, et des choses et de nous-mêmes. Mais de loin en loin, par distraction, la nature suscite des âmes plus détachées de la vie. Je ne parle pas de ce détachement voulu, raisonné, systématique, qui est œuvre de réflexion et de philosophie. Je parle d'un détachement naturel, inné à la structure du sens ou de la conscience, et qui se manifeste tout de suite par une manière virginale, en quelque sorte de voir, d'entendre ou de penser. Si ce détachement était complet, si l'âme n'adhérait plus à l'action par aucune de ses perceptions, elle serait l'âme d'un artiste, comme le monde n'en a point vu encore. Elle excellerait dans tous les arts. Donc il dit que finalement, seule la personne qui pourrait véritablement traduire ce qui se passe dans la vie, désigner les choses, c'est un artiste dont il ignore l'existence, et qui ne serait pas un philosophe. Parce que tu pourrais dire, le philosophe va essayer de s'attacher à la sémantique des choses. Il dit non, même lui, parce que c'est trop réfléchi, il faudrait une sorte de spontanéité, une virginité du regard qui te permettrait d'être apaisé. Voilà un petit peu donc le texte très joli de la personne qui vient analyser donc ce qui se passe au niveau du langage. On va maintenant passer aux choses sérieuses. Et voir un petit peu cette problématique du langage, comment elle va se déployer dans l'histoire de Bavel. Alors on va d'abord récolter les informations, ce sont 9 psukim, pas plus que 9 psukim. Et à partir de là, on va amener 2 malachim, 2 axes de pensée pour essayer de comprendre ce qui se passe. Le texte, alors, c'est intéressant, je ne vous ai pas marqué le verset qui précède, mais le texte juste avant ce verset numéro Aleph du chapitre 11, il y a donc le verset numéro 10, chapitre 31, qui dit la chose suivante. Et les Bénéchel, donc on parle un petit peu de la progéniture des enfants de Noach, Shem, Ham et Yefet. Et donc on va parler de la progéniture de Shem qui vont s'installer un peu partout dans le monde, ils vont venir peupler la terre. Et les Bénéchem, dit le texte, les Mishpechotam, l'Ilshonotam. Chacun en sa famille, donc il y avait des familles qui sont créées, l'Ilshonotam, chacun avec son langage, Be'artzetam, dans leur terre, les Goyéhem, en fonction du peuple. Donc on voit ici un déploiement d'une nouvelle humanité qui est issue de l'après-déluge et qui va donc s'installer petit à petit dans
chacune des contrées. Donc on voit ici une répartition classique, ça veut dire qu'il y a des mishpachot qui vont chacune avoir a priori son langage, avec une terre, voilà, il y a une sorte de... En fonction des terres, il y a des langages qui sont différents, les goyim, chacun des peuples. Donc on voit ici un déploiement classique que l'on connaît dans le monde entier. Vous allez en Mongolie, vous aurez un dialecte tout à fait spécifique, et dans chacune des provinces, vous avez un dialecte spécifique, c'est le monde. Et pourtant, le verset juste après dit la chose suivante, Vaï kol haaretz, et toute la terre, Vaï kol haaretz sefa echat, donc vous avez le document là, avait une seule langue, ou dvarim achadim, et des paroles uniques. Donc, d'entrée de jeu, il y a une sorte de chute vertigineuse. Jusqu'à présent, je pensais qu'en fait, qu'il y avait un système de système polyglotte, c'est-à-dire que tout le monde parlait une langue spécifique du langage. Puis d'un coup, on nous dit que non, la terre n'avait qu'une seule langue. Rashi va traduire la Lachon HaKodesh. Tout le monde ne parlait que la Lachon HaKodesh. Alors, évidemment, ça impose une question. Oui, comment tu peux dire juste avant, le verset qui précède, que finalement il y a une multiplicité, une pluralité gigantesque de l'humanité, puis d'un coup tu me dis non, il y a une seule langue. Bizarre. Alors, soit c'est anachronique. Dvarim Achadim, c'est nécessairement une langue. Alors, Safa Echad. Safa Echad, excuse-moi, ouais. Donc, très bonne remarque. Dvarim Achadim, c'est peut-être autre chose qu'une langue, mais là c'est Safa Echad, une seule langue. Ouais, mais Udvarim Achadim. Udvarim Achadim et alors des paroles Achadim uniques. On peut avoir Safa Ahad. Oui. Et Dvarim multiples. On a Safa Ahad là. Oui. On parle la même langue. Oui. On peut ne pas avoir Dvarim Achadim. Oui, mais en tout cas, Safa Echad, dirait Rashi, Lachon HaKodesh. Ouais, Lachon HaKodesh, d'accord. Donc, alors, première possibilité issue de dire que c'est anachronique, ça existe dans la Torah, En Mugdam Ve'Muchad HaTorah. Deuxième possibilité plus subtile, de dire que c'est une illusion de langue unique, ou bien une sorte de langue consensuelle, c'est-à-dire un petit peu comme aujourd'hui on pourrait dire que l'anglais est la langue du monde. Donc une sorte de langue qui fait consensus, peut-être, ou bien une illusion de langue unique. C'est une lecture beaucoup plus profonde. Et ça, tu fais ce diouk sur Safa Ahad. Oui, non, parce que je ne peux pas dire juste avant. Encore une fois, qu'il y ait une seule langue dans le monde, que les humains parlent la même langue, j'ai aucun souci par rapport à ça. Mais juste avant, j'ai vu un déploiement classique que je connais, c'est-à-dire que les États-Unis, même dans l'anglais, il y a plusieurs nuances. Donc, il y a un problème. Donc, il y a une chute vertigineuse qui est voulue par le verset, qui est commentée par aucun Rishon. C'est là où tu vois la chute. Ben, juste avant, encore une fois, le verset qui précède, tu regardes le Sefer Torah, ouais, et les Bénéchem, les Mishperotam, l'île Shonotam. L'île Shonotam, on peut dire qu'ils avaient une terre, qu'ils avaient un peuple. L'île Shonotam, chacun avait sa langue. Ce sont des familles différentes, chacune a des langues. Juste après, on dit non, il y a une seule langue. Bizarre. Donc on a été éveillé avec Machavuta de dire, mais non, il y a un problème ici. Alors soit anachronique, mais j'ai vu aucun Rishon qui dit ça. Anachronique, bon. Dans la même paracha, il n'y a pas d'anachronisme. Non, c'est entre deux parachas. Oui, mais là, il y a deux... Non, mais c'est les curés qui ont fait ça, donc on s'en fiche. C'est les curés, donc c'est pas... Et ça, tu fais ce diouk sur Safa Ahad. Oui, ça va, d'accord. Maintenant, attention, il y a encore beaucoup de choses. Maintenant, Rashi va commenter c'est quoi Dvarim Achadim, qui a heurté sur ce vers, c'est quoi Dvarim Achadim? Des paroles. Alors, Rashi évidemment a été heurté avant toi, 1040, 1105. On va se laisser porter par ce qu'il dit. Alors il dit c'est quoi Dvarim Achadim, des paroles, comment on dit, Achadim. Il dit Rashi la chose suivante, Baou Be'etza Achat, c'est quoi Dvarim Achadim? Ils sont tous venus avec un même dessin. Etza Achat, Dvarim Achadim, ce sont un même dessin. Ils disent, c'est pas normal, disent les hommes, que Akash Baruch Hu s'est réservé la part du gâteau des cieux. Ça veut dire, aujourd'hui, une sorte de partition. Hachem s'occupe des cieux, et nous, on s'occupe de la terre. Non, mais c'est pas normal qu'il y ait cette partition. Je suis pas d'accord avec le partage d'Hachem. On va... donc, apparemment, il s'attribue de façon exclusive le monde supérieur. Montons au ciel et faisons-lui la guerre. Ouais, donc, on va lui faire la guerre. Udvarim Achadim, sous-entendu, c'est quoi Achadim? Ça veut dire Etza Achat, ça veut dire qu'il y a une sorte de complicité. On s'est mis d'accord. Achat, ça veut dire on s'est réunis. Ouais, des paroles donc, qui unissent. Il y a une chose sur laquelle on est d'accord. Voilà, exactement. Il y a un point, il y a un consensus, entre nous, il y a une consensus. Premier point. Davar Achat, il y a trois dans Rashi. Davar Achat, autre possibilité. Al Yechidush Alolam. Dvarim Achadim, c'est-à-dire qui s'appliquent, qui sont vers le Yechidush Alolam. Alors, Yechidush Alolam, c'est évidemment un Kadosh Baruch Hu. Mais on a un deuxième Yechidush Olam. C'est Avraham Avinu. C'est lui qui va définir, il va dévoiler que Hachem il est Yachid. Il est concomitant avec les gens. Vous savez que les gens de la tour de Babel sont des gens qui ont côtoyé, parce que c'est Nimrod qui a mis en place la tour de Babel, et c'est lui qui va mettre en tôle pendant 10 ans Avraham. C'est en quelle année ça? On est dans la suite. C'est peut-être pas dans la suite de Shem. Mais... Noach. Donc on est dans un enfant de Shem,
dans la fin de ce Pérec, on a tout de suite la généalogie d'Abraham. Abraham qui s'est déjà marié avec Sarai. Là, il est contemporain de Sarah. Apparemment, il peut être contemporain. C'est Yechido Shelolam, c'est ou Hachem, ou celui qui le dévoile. En tout cas, même si on dit, disons qu'Abraham n'est pas encore né, mais il y a une idée à partir de... Pardon ? Il n'est pas encore né, Abraham, ici. Pourquoi pas ? Ouais. Tu dis qu'ils sont déployés tous les enfants de Shem, il fait partie des enfants de Shem, tu le verras à la fin de Noah. Il est né en 1948. 1948. Ouais. Mais qui te dit qu'on n'est pas en 1948 ? Mais je sais. Ouais, Adam a vécu 930 ans, donc on est déjà en 1000. Mais bien sûr, c'est possible. Tout à fait. En tout cas, Yechido Shalom, ça veut dire Dvarim Achadim vers l'unique, ça veut dire. Ils ont un problème avec l'unicité d'Hachem. Première sens, ça veut dire on est complice pour essayer d'aller avoir une part du gâteau là-haut. Deuxième sens, possibilité, vers le Yechido Shalom. Davar Acher, très grande largesse de Rashi, nous donne un troisième sens. Ou Dvarim Achadim Amrou. Alors regardez, ça c'est le truc le plus complexe. Amrou Achad les élèves et Tarnou Shanim, donc une fois tous les 1656 ans. Donc on a la date du déluge. Il dit une fois tous les 1656 ans, c'est en 1656. Shanim Arakia Mitmotet. Les cieux s'effondrent. Keshem Shahasabima Maboul, comme c'est passé à l'époque du Maboul. Donc eux, ils sont l'après-Maboul. Oui, puisque Shem est sorti, donc il y a une humanité qui s'est créée. Donc on est des années après le 1156. Donc 1948, c'est tout à fait jouable, 300 ans après. Donc on est. On est. Tu restes là-dessus. Alors, on est juste après le Maboul, enfin, quelques années après le Maboul, et donc il observe, une sorte de séquence. Tiens, création du monde, il y a 1800 ans, il veut dire, disons qu'il est en 1800 ans. 1556 ans, boum, le monde s'effondre avec le Maboul. Donc, il faut parer à ce cataclysme, ce tsunami. Baou venaselo smuchot, varim achadim, ça veut dire que on va créer une sorte de béquille qui va tenir, qui va soutenir le monde pour éviter un nouveau cataclysme. Alors, les deux premiers pchats sont jouables, ça veut dire, bon, on arrive à entendre, le deuxième, il est un petit peu farfelu. Ouais, c'est un peu Walt Disney. Et on va essayer de rendre compte de ce qu'il veut dire ici Rashi. Ouais. Parce que, à part ça, si tu avais deux éléments, en disant deux séquences, 0 à 1656 ans, déluge, 1656, alors tu as déjà deux périodes, donc tu peux dire, bon, il y a peut-être une sorte de V7 Kavois, comme on dit, il y a une sorte de régularité, mais là, tu n'as que 2 points, donc ça veut rien dire, la création du monde et des trucs. Ça veut dire tous les 1650, et peut-être tous les 10 ans, tu n'en sais rien. Il s'énerve une fois, et dans un an, il s'énerve. C'est quoi ce terme de... C'est pas arrivé, quoi. Comment ? Je ne sais pas arrivé, parce que 3000 ans c'est passé. Voilà. On n'a pas eu d'autres villes. On peut séparer, mais à part ça, c'est quoi ce Crashbone ? D'où il sort 1656. Non, il est clair, ils ont vu. En 1656, le monde s'est écroulé. Non, mais d'où il sort, il y a une récurrence. Ils pensent que voilà, s'il y a eu une phase, donc apparemment c'est des phases, une sorte de, un petit peu comme les cycles de Jouglar en économie, vous savez, les crises, 50 ans, 25 ans, Rachid, plus il est après gratte-ciel cette là-bas. période-là. Il est après 3000, Rachid, par rapport à la façon. Non, mais Rachid a Midrash. Tu expliques c'est quoi Dvarim Achadim ? Non, comme ça je dis. Quelqu'un peut suivre en même temps mon... Ah d'accord, pas de... Merci. Désolé. Alors, Rachid te fait l'écho du Midrash, c'est quoi Dvarim Achadim ? Le Midrash te dit que c'est leur raisonnement qui tombe... Même Rachid a le droit de dire ça, le raisonnement qu'ils avaient dans la tête. Il y avait un raisonnement. Ah oui, c'est le raisonnement. D'accord, ok. On va continuer les versets, on va poser des questions qui méritent d'être posées, et ensuite on va amener ce débat-là. Vaï, deuxième verset, Vaï Benosa Mikedem, alors qu'en émigrant vers l'Orient, donc ils vont vers l'Est, Vaïm Tseou Bik'a Be'eretz Shinar. Ils trouvent donc une vallée dans le pays de Shinar. Vaï Sham, ils se sont installés là-bas, donc il y a une bande une nation qui va s'installer dans un endroit spécifique. Vayomrou Ish El Re'eu, chacun va dire à son ami, Vayomrou, chacun va dire à son prochain, Abba Nilbena Levenim, Abba, venons, Nilbena, préparons l'Evenim des briques. Je veux juste votre attention sur le fait qu'il y a de l'onomatopée ici. Abba Nilbena Levenim, c'est complexe pour un balcoré, je pense. Abba Nilbena Levenim. On est dans une sorte de consonance onomatopéique. Nilbena, les laben, ça veut dire c'est préparé. Les vénines, ce sont des pierres. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est que le travail porte le nom du résultat. Les vénines, ce sont des briques. Venisrefa, lisrefa. Et cuisons-les au feu. Nisrefa, lisrefa. On va les cuire au feu. Résultat, vateilahem à l'evena. Et donc, la brique est devenue la even, de la pierre. L'evena even. Vers Chemar et le bitume, Ayalahem la Chomer. Chemar les Chomer. On voit ici, c'est assez intéressant. Donc il y a une production qui est faite, qui a permis de commencer à rentrer dans le BTP, quoi, les travaux publics. Mais ce que j'attire votre attention, c'est que finalement, on a
apparemment voulu dans le texte, c'est une sorte de recherche de consonance. Ouais, regardez, Ayalam, Ve'achemar Ayalam le Chomer. Et Nisrefa l'Isrefa, Abba Nil Bena Levenim, Va Levena le Aven, mais que ce n'est pas la même racine sémantique. Hein. Encore une fois, attention, ce n'est pas le même champ lexical, mais c'est un jeu au niveau de l'onomatopée. Petite remarque, je vous laisse de côté. Donc, Vayomru Abba Nivne Lanoir, on n'a qu'à se. Abba Nil Bena Levenim. Pardon, excuse-moi. Vayomru Abba Nivne Lanoir, donc maintenant qu'on a réussi à maîtriser les premiers engrenages de briques, on va se construire une ville, ou Migdal Verosho Bashamaim, et une tour, Verosho Bashamaim, dont la tête sera dans les cieux. On pourrait dire que c'est un pléonasme, parce que forcément, dans une tour, tu as forcément la tête dans les cieux. Donc qu'est-ce qu'on ajoute dans Verosho Bashamaim? Ouais, et donc là, peut-être que là, c'est là qu'on voit justement l'aspect belliqueux. Ouais, évidemment, une tour, forcément, la tête est dans le ciel. C'est un skyscraper, c'est un gratte-ciel. Mais là, il y a une photo, non, on va aller jusque là-haut. On va se faire un nom. On va se faire un nom. On va se faire un nom. Ouais, Shem, c'est le personnage, c'est l'aïeul, mais on va se faire un nom. Alors, la plupart des Rishonim, Rashbam va dire Avodazara, ça veut dire on va se faire une idole. Pen Nafut, al Pene Kolaret, mais pourquoi on se fait un nom? Pen Nafut, on va éviter de rentrer dans Avodazara, on va dire juste on va se faire un nom. Pen Nafut, de peur qu'on soit dispersé, al Pene Kolaret, sur toute la surface de la terre. Voilà un petit peu comment est présentée cette tour de Babel. Va Yered Hashem Lirot, Hashem descend, Lirot, donc c'est toujours une. Nous. Ah, il va frapper, il aura moins mal. Après, alors, après. Tiens. Non, mais ça, j'assure pas le. C'est pas grave. C'est pour Marcel, il assure. Elle fait groupe à Marcel. Vas-y. Bon, Marcel, je peux donner? Alors. Tiens, chérie. Voilà. C'est ton père qui assurera. raison, il est mieux celui-là. Ah, c'est en plus, Je vais lui mettre attends. À la fin, il y a les jeux pour les enfants. Non, mais c'est pas des jeux, il y avait des photos. Ah, les photos non, là, il ne faut pas donner. Dommage. Juste le truc qu'il ne fallait pas faire. Alors, regarde. Ça, c'est ce qui se passe. Vayered Hashem lirot et ha'ir vet amigdal asher banu bnei Adam. Donc, il va regarder ce que l'homme a réussi à faire. Donc, la ville ainsi que la tour. Tu veux nous quand même. C'est un dessin animé. Ma femme arrive bientôt. Ma femme arrive vraiment. On peut lui mettre Barbe à Papa ou pas? Ouais. Attends, le nouveau dessin animé, j'ai les écouteurs. Alors, non, mais elle n'est pas en âge de. Elle n'est pas en âge de. Elle va se lasser. Il y a un dessin Donc, animé là. Vayered Hashem lirot et ha'ir vet amigdal asher banu bnei Adam. Que les hommes ont. Donc, les enfants de Adam. Finalement, qu'est-ce que l'humanité donne? Barbe à Papa. C'est pas c'est un moutarde, Barbe à Papa. C'est pas du jeu. De barbu, hein. C'est un truc de barbu. De barbu. Merci. C'est bien joué. De Bergson à Baba Papa. Descendre, pas Vayered. Alors, ça c'est toujours comme ça, que je me trouve pareil pour Sodome. C'est une manière de parler à l'homme. Façon de parler, ouais, comme ça on dit. Donc il descend et il voit ce que l'homme a pu produire. Vayomer Hashem, dit Hashem, En Am Echad. Voici que c'est un seul peuple. Am Echad, donc il y a une unité dans ce peuple. Vesafachad, et une seule langue. Ouais, une seule langue. Les coulins pour tout le monde. Veze Achilam Laasot. Et ça, ils ont commencé de faire. Une entreprise qu'ils ont commencé à faire. Vatalou Batsamem, mais je ne peux pas leur laisser faire. Kol Haché Yazamou Laasot, tout ce qu'ils ont commencé à faire. Faites bien attention qu'il y a un constat très positif au début. C'est un seul peuple et une seule langue. Et ils ont commencé à faire ça, mais je ne peux pas laisser faire. Je ne peux pas laisser faire. J'ai entendu bien qu'il y ait une union qui n'existait pas à l'époque du déluge, qui est une des raisons pour laquelle Hachem va décider d'intervenir, c'est parce que Mipena Hamas. Le Hamas, c'est le fait que les gens passaient leur temps à voler, des kleptomanes de façon sociale, c'est-à-dire ils passaient leur temps à tout piquer. Chacun niait la propriété de l'autre, donc il y avait un vrai problème d'union au niveau du peuple. Hachem va tout disloquer tout de ça.
Là, il y a une sorte de concept positif. Il n'y a pas à dire, c'est un seul peuple. Et il y a quelque chose qui se réalise dans cette humanité. Une humanité qui a réussi à se solidariser. Ouais. Mais malgré ça, je ne peux pas laisser les choses comme ça. Abba, Nerda, Venavla, Sham. Venons. On va Venavla, Sham. Venavla. On va confondre. Belila, c'est ce qu'on appelle un mélange. On va mélanger Sefatam, leur langue, Asherlo Yishmeu, Ish Sefat Reu, à tel point que personne ne réussira à écouter la langue de l'autre. D'accord? Enfin, il y a fait Hachem Otamisham. Hachem va les. Comment dire? Va les disperser. Alpene Kolaretz, dans toute la terre, va Yerdoul Livnoteir, donc ils ont arrêté de construire la ville. Alken Karashema Babel, c'est pour ça qu'on les appelait Babel, du chant de Balal, que Hachem a mélangé, qui Sham Balal Hachem, car Hachem a mélangé Sefat Kolaretz, les langues de toute la terre, ou Misham et Fitzam Hachem Alpene Kolaretz, et c'est à partir de là qu'Hachem les a, dispersés sur toute la terre. Voilà un petit peu donc ce qui se passe. On a ici un projet d'un peuple uni qui va être stoppé, bloqué par Hachem. Alors, il ne va pas les tuer comme il aurait pu faire par rapport au truc. Apparemment, c'est dû au fait qu'il y a une certaine solidarité. Il va tout simplement confondre le langage. Il va briser cette unité par le langage en créant donc tout le principe des langues. Voilà un petit peu donc ce qui se passe, de façon à ce que personne n'arrive à comprendre personne. Voilà un petit peu. Voilà, on va essayer de travailler par rapport à ce qu'on a. Alors, première lecture possible est inspirée du Netziv, qui dit qu'est-ce qui se trame ici. Il se trame la chose suivante. Effectivement, comme l'a dit le premier verset avant celui que je vous ai montré ici, il y a une dispersion des peuples dans des territoires avec des climats différents, avec des nations différentes, avec des us et coutumes différentes, et évidemment avec une langue différente. Vaïkol Haaretz, lorsque le texte nous dit qu'il y avait une seule terre et une seule langue et Dvarim Achadim, il y a ici en fait une volonté consciente de la part d'un groupe, une nation, menée par Nimrod, de trouver ce qu'on appelle un langage consensuel. Quel est l'intérêt d'un langage consensuel, un petit peu comme on l'a vu dans Bergson, au niveau du besoin? Ça veut dire qu'il y a une nécessité pour pouvoir avancer dans la vie, de pouvoir mettre des étiquettes aux choses les plus simples possibles. Donc il y a une volonté, donc une illusion de croire qu'on peut avoir une sorte de langage unique qui nous permettrait de pouvoir créer une pensée unique. Ça c'est un petit peu l'objectif. C'est pas un point de départ, c'est une asymptote, c'est ce vers quoi on tend. Donc les personnes vont se regrouper, ils trouvent une bika ve'eshvusham, et ils disent on va commencer à produire. La société se définit par sa faculté à produire quelque chose, une économie. Et Aban Nil Bena Levenim, donc ils vont, commencer à créer dans le BTP. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de grand ridouche, ça veut dire qu'ils vont faire des briques, et puis les briques vont faire des choses, donc finalement c'est un jeu de Lego. C'est pas très complexe, mais il y a une sorte d'illusion comme quoi tout chante, tout est beau, et même au niveau onomatopéique, on sent qu'il y a une sorte de cohérence. Il y a une sorte d'unicité dans la production. Donc c'est Ish el Rewaba Nil Benan Levenim. On va fabriquer des briques, on va les cuire au feu, et puis le résultat est magnifique. Il a Levena, Leven, comme s'il y a quelque chose de miraculeux. Le Levena est devenu Even, c'est présenté comme étant quelque chose de magnifique. Je mets ça, on va demander à notre ami. C'est quelque chose de nouveau. Ça n'est le fait, leur union. Construire une ville, non, c'est pas nouveau. Non, Il y avait des villes d'abord. La Migdal, oui, c'est nouveau. Non, de construire des briques, non? De construire des briques? De faire des briques, la production de briques, de faire ce qu'ils ont fait. Ils ont fait Les Vénal, les Vénim, non? Mais ils avaient déjà des maisons. Il y avait des maisons avant, il n'y a pas que des De briques comme ça? Ouais, non, ça veut dire. D'accord. C'est une Non, sorte. je pensais que l'unité, c'est justement, c'est beau, quoi. L'unité peut te permettre de créer des choses extraordinaires. C'est-à-dire, lorsque par exemple Noir a créé son arche, il n'était pas le seul, entreprise. C'est en bois. Non, en bois, certes, ok, alors là Non, mais maintenant, la il y a peut-être un apport au niveau. Il y a le symbole de la brique, c'est un symbole justement de petite unité qui permet de construire. C'est typiquement le type de Lego. symbole de ça, c'est Lego. Ça veut dire, ça permet de créer une sorte de travail en miettes avec leur langue unique. qui permet d'avoir de très belles réalisations. Ouais, on finira par avoir une ville, ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette micro-production, cette production en miettes,
est présenté comme étant une sorte de cohérence, c'est-à-dire que ça. la brique, même le nom de la brique sonne avec le produit qui a été créé. Il y a une sorte de cohérence par rapport à ce qui se crée. Ouais, sous-entendu presque le langage simple, Dvarim Achadim, Safa Achad, eh ben, il est cohérent, il est en adéquation avec un monde simple. Ouais, c'est tout simple. Tout se passe comme s'il n'y a pas de complexité dans la vie. L'individu, ben, ça se résume à ça. Alors aux États-Unis, aujourd'hui, c'est ben, comment tu pèses en kilos, en pèse, ouais. Comment tu pèses en pèse, ouais, en pesetas. Mais donc c'est-à-dire, est-ce qu'on peut réduire jusqu'au bout finalement la production d'hommes, sinon c'est que des briques. Mais c'est magnifique, c'est harmonieux comme ça, tu vois, les vénimes, les vanèves, il y a un jeu ici au niveau de la consonance. À ce moment-là, donc tu peux dire, bon, ils ont créé une ville, pourquoi tu crées un Migdal? Réponse du Netziv, ou Migdal avait Rosh Bashamaim, c'est la notion. On se fait non, ça veut dire, on a réussi un modèle économique, un modèle d'organisation, qui n'est pas qu'économique, qui est aussi social. Il faut à tout prix qu'on puisse avoir un. Il appelle ça le Mirador, en fait, le Rav Hirsch, le Rav Netziv. C'est-à-dire, en fait, il faut contrôler tout ça, c'est parce que il suffirait qu'un individu voit un autre modèle de société pour se rendre compte à quel point c'est complètement fou. Et donc on met un système de Mirador vers Rosho Bashamaim qui permet de pouvoir, alors, soit être un élément de référence pour les gens. On a une sorte de fanion. Nous, la nation, on a un fanion auquel on se reconnaît. Partout où tu vas, tu as toujours une tour que tu vois, une sorte de tour Eiffel que tu vois, moi j'appartiens à ça. Donc ça permet de pouvoir avoir un repère d'appartenance, primo. Deuxième possibilité, ça permet justement à ceux qui sont sous la tour Eiffel de pouvoir avoir un œil sur tout ce qui se passe. Et donc éviter toute forme. George Orwell. Et c'est exactement ça. C'est 1984, c'est exactement ça. C'est la lecture que propose le Netziv sans parler de. sans s'en amener, mais c'est exactement le 1984. C'est-à-dire tu as un big boss qui va pouvoir. Nimrod en l'occurrence, hein, c'est celui qui va être. Vouloir tuer. C'est que c'est intéressant. L'idée, mais c'est-ce que l'idée d'Abraham, il y a un ravish qui est complètement incroyable qui dit que, vous savez, dans la partie de l'Echlecha, il y a une fameuse guerre. Tu peux les faire plus longs, les barbes à peu près. Il dure 1h30. Mais ça capte mal, quoi. Donc, vous savez qu'il y a un ravish qui est tout à fait incroyable. Tout le monde se rappelle un petit peu de la guerre des 4 rois contre les 5 rois au début de la paracha de l'Echlecha. Ouais. Alors, Lot, comment dire, Lot va être pris prisonnier là-bas à Sodome, et notre ami Abraham décide d'aller le sauver. Maintenant, regardez comment c'est intéressant au niveau géographique qui fait remarquer Rav Hirsch. Tout ce conflit, c'est un conflit mondial, parce que les 4 puissances, c'était les 4 puissances qui étaient autour d'Israël, c'est-à-dire la Syrie, le Liban, l'Iran et l'Irak. Ouais, c'était le conflit de l'époque, hein, comme ça n'a pas trop changé. Ils sont venus faire la guerre aux 5 rois qui étaient des rois qui étaient à l'intérieur d'Israël. C'était un petit peu des gens qui étaient les responsables du protectorat. En fait, c'était 4 puissances qui avaient mis un petit peu comme on avait fait au Maroc, une sorte de protectorat, donc 5 de princes, ou pas des rois, mais des princes, qui devaient gérer. Et puis d'un coup, il y a eu une rébellion des 5 rois contre les 4 rois. Ça veut dire normalement les grandes puissances géraient les États satellites qui étaient à l'intérieur d'Israël. Puis les 5 ont voulu se rebeller. Donc il y a une grande guerre qui va durer plus de 13 ans. Une guerre qui va durer 13 ans, un conflit mondial. Fait remarquer Ravish un truc incroyable. Les puissances du Nord, donc ça veut dire Liban, Syrie, qui vont venir déferler pour venir mettre la pâtée aux 5 rois qui voulaient se rebeller. C'est incroyable, ils font une sorte de trajet djéha, comme on dit en yiddish. C'est-à-dire qu'ils viennent du Nord, ils passent par le sud, par Beersheba, ils remontent vers Jérusalem. C'est bizarre, c'est pas comme ça, tu vas aller à Jérusalem, tu vas directement. Hein. Alors, il explique le Ravish tout simplement, vous savez pourquoi? Il est passé par Beersheba, souvent les 4 grandes puissances, les plus grandes puissances mondiales, pour passer devant Abraham, pour intimider Abraham. Parce qu'ils avaient une seule raison dans toute cette histoire, c'est créer un conflit, prendre Lot pour attirer Abraham et pour tuer Abraham. Tout ça, toute la guerre mondiale pour tuer un bonhomme qui diffuse une idée que le monde appartient à Hachem, qu'il y a une Ashgara pratique, et que si tu es sur une terre, ça se mérite et c'est pas une loi de la jungle. Tout ça pour ça dire la vérité. Il y a un bonhomme qui arrive, regardez un petit peu, c'est vrai, à Mavdil, mais des bonhommes comme le Dalai Lama font énormément de problèmes à la Chine. Un bonhomme. Un petit bonhomme. Ouais, Énormément de problèmes à la Chine. Bah, c'est toujours. Là, je crois qu'il y a un voyage de la Chine, aux États-Unis. Sans arrêt, il y a toutes les lobbies qui vont se dire pourquoi vous ne parlez pas aux Chinois par rapport au massacre des. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit à quel point un homme avec une idée peut créer. On voit ici, alors, encore plus fort sur Abraham. Donc, Abraham, c'est un personnage extrêmement gênant. Oui. Donc, Nimrod, lui, a très très bien compris le danger d'une autre modèle de société. Et donc il crée une tour dans laquelle, ça va être ton repas pour toi, mais ça me permettra en même temps que tu sois un repère
je vais pouvoir te repérer aussi. C'est à double tranchant. Ça, c'est donc le malheur du Netziv. Et donc, Akadosh Baruch Hu intervient, il faut comprendre pourquoi Hachem intervient et quel est le mode de punition. Intervient parce que, sous-entendu, c'est magnifique, ouais, je milite, pourrait dire Hachem, pour l'union des individus, mais une union des individus qui crée une telle médiocrité de relations humaines, qui n'est finalement que vouée à une sorte de pérennité, mais juste pour pouvoir construire des villes, mais c'est dans lequel il y a finalement que une volonté de se couper. T'as changé les codes, je crois. De te couper directement du Yichud Shalolam dans le deuxième set de Rashi, de se déconnecter d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Alors, il y a donc une volonté très claire de la part de Akadosh Baruch Hu de dire c'est pas ça l'unité que j'attends. Donc je vais pas tuer parce que finalement il y a une union, mais une union elle doit porter quelque chose d'autre, un message beaucoup plus fort. Elle doit porter un type de relation qui n'est pas axé que sur la pseudo-réussite économique d'un modèle qui tient la route et dont l'onomatopée de ce qu'on entend, ça fonctionne. Ouais. Un petit peu le slogan qui marche, ouais. Je sais pas comment on pourrait dire, big is better. Bigger is better. Bigger is better, c'est le second Big Blue, vous vous rappelez? Bigger is better. Plus c'est grand, plus c'est grand. Après, il y a eu une phase aux États-Unis, c'était small is beautiful. Parce ouais. Donc c'est ce système dans lequel tout fonctionne à merveille, ça sonne bien, tout ça. C'est pas ça que j'attends de l'humanité. Ouais. C'est le premier malheur qu'on peut amener, donc c'est le malheur du Netziv. Deuxième malheur qu'on a donc développé, qu'on a trouvé, enfin qu'on a créé, on va dire, on a trouvé nulle part. Il est basé sur une nouvelle lecture de Achadim. Achadim nous a dit Rashi trois possibilités. Achadim, Chad, ça veut dire on avait dit donc première possibilité, c'est-à-dire de monter au ciel pour consensus, première possibilité. Deuxième possibilité, on avait dit, c'était contre le Yichud Shalolam, celui qui unifie les choses, Achadim. Dvarim, des paroles, Achadim, qui vont s'unifier pour aller à rebours. Troisième possibilité, l'histoire de cette béquille qu'on va mettre pour les cieux. 1656. Ouais, 1656. Maintenant, Dvarim Achadim, on a voulu faire ce lien à la chose suivante. La deuxième occurrence, à notre connaissance, du terme Achadim se retrouve, je l'ai marqué ici dans le verset, lorsque Yaakov tombe fou amoureux de Rachel, à la première vue de Rachel, il tombe amoureux de lui. Et puis le malin de Lavan se dit, écoute, il est intéressé par l'affaire, on va lui vendre très cher. Et il lui dit donc, mon ami, si tu veux, il n'y a aucun souci, mais ça coûte 7 ans. 7 ans de travail. Pendant 7 ans, il dit, aucun souci, moi, je suis prêt à bosser. C'est pas bosser comme un bœuf. Il va travailler 7 ans, il a pas sa nuit, il ne pourra même pas dormir, il va s'occuper des brebis, des ci, des là. C'est très complexe de s'occuper d'être berger. Et lors des courses, Vaya Avod, Yaakov et Rachel chez Vachelim, il va travailler 7 ans. Vayou be'enav keyamim achadim. Et c'était à ses yeux keyamim comme des jours achadim, on pourrait avoir dit unis ici, réunis, on dit achadim quelques. Que comme quelques jours. Que quelques jours. Ouais, 7 ans, mais moi j'étais tellement amoureux que j'ai même pas vu passer l'heure. Ouais, c'est ce qu'il dit. Et si je transpose ce achadim quelques, alors ça veut dire que Vaïkola Haaretz Safa Echat, toute la terre était une seule langue, ou devarim et des paroles quelques. Des paroles, c'est quelques paroles. C'est-à-dire que c'est une langue qui pourrait être le Lachon HaKodesh d'après Rashi, on va rester sur le Rashi, mais qui ne génère, malheureusement, peut-être par voie de conséquence, on va expliquer, que très peu de communication. Que très très peu de communication. C'est-à-dire que les individus... Alors maintenant, quand est-ce que dans la vie, on est unis et on génère très peu de communication? Le mariage. Pardon, ouais. Oui. Dans le mariage, ouais, il est possible qu'arrive un stade dans lequel on est tellement sur la même longueur d'onde qu'on n'a plus besoin de communiquer. Un seul clin d'œil, c'est possible, toute forme de relation, encore une fois c'est intéressant, on va toucher quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'on a dit jusqu'à présent. On va toucher ici l'idée lorsqu'on a une safarad, on a un langage commun, c'est-à-dire qu'on met du temps à établir le même langage avec son épouse. Ouais, on dit que la Shana Rishona, la première année est là pour ça, pour se mettre d'accord sur un chat, appeler un chat, et tout ce que ça implique. Maintenant, ça prend du temps. Alors, à l'époque, dans la Torah, c'était 1 an. Les Chazal, ils disent, enfin, les disent, il y a c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans, le Shana Rishona. Ouais, il faut établir le langage avec son épouse. Maintenant, arrive un moment, peut-être un couple peut avoir donc des frères, des sœurs, des amis. On est sur la même longueur d'onde, on a une safa achat. Qui fait qu'en fait, du coup, on n'a pas besoin de parler. Parce qu'on se comprend. Dvarim achadim. C'est donc je dis que c'est le symptomatique de tout type de relation d'individus qui s'aiment, qui s'entendent. C'est pas des gens qui sont belliqueux, des gens qui s'entendent. Alors vous avez le couple, vous avez la fratrie, vous avez beaucoup de choses. Maintenant, ces personnes donc
qui ont une véritable complicité. Donc, apparemment, on pourrait avoir en fait un petit état dans lequel tous les gens parlent la même langue. Enfin, dans toutes les vies, c'est comme ça, dans les villes, c'est comme ça. Et on s'entend parfaitement. C'est-à-dire, on a une communauté de pensée et que très peu de paroles, que quelques paroles ensemble. Ils décident maintenant, Aban il Venevanim, Venisefalesfa, donc ils vont voir un petit peu comment fonctionne, comment dire, la production. Donc encore une fois, dans une pratique de production, ce sont des personnes qui produisent des choses. Et ils décident à partir d'une ville de construire un shem, une tour, qui va jusqu'au ciel. C'est-à-dire qu'arrive un moment où, lorsqu'on ne communique que très peu parce qu'on s'entend bien, alors, quelque part, on pourrait penser que finalement, les relations de la vie d'un couple peuvent être, si vous voulez, une sorte d'ersatz du dialogue. Je m'explique. Je prends une famille qui a évolué, qui a marié tous ses enfants. Chaque enfant, c'est une sorte de migdal. C'est-à-dire que on a beau ne pas forcément beaucoup parler ensemble, mais nos enfants, la maison qu'on a pu acheter, la boîte qu'on a pu monter, sont le fruit de notre union. Ouais, on a créé plein de choses dans notre vie, maison maintenant, on a si. Ouais. Donc, et quelque part, c'est un fruit qui est palpable, c'est une tour, c'est un enfant, et qui en dit long sur le fait de ce qu'on a fait. Sans le dire. Exactement, c'est-à-dire que. Et puisque ça, on n'a pas besoin de parler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a suffisamment de réalisations probantes qui prouvent notre union. Alors, dit le texte, donc c'est ça qu'il crée donc une tour, cette tour gigantesque, et donc c'est un petit peu toutes les réalisations de notre vie, et qui vont être là comme une sorte de ersatz, de produit de remplacement, de toute forme de communication. Ça existe, je rencontre de plus en plus de couples qui arrivaient la cinquantaine, soixantaine, qui ont tout réussi dans leur vie, bien avant. Super éducation, super réalisation, des gens bien. Et puis j'entends comme ça de plus en plus des recherches, enfin des personnes qui veulent divorcer. Mais des gens bien, je ne parle pas de gens qui ont fait qui sont permis d'avoir des aventures. Chazé shalom, rien avec ras. Je ne parle pas de gens bien. Qu'est-ce qui se passe ? Vraiment, les couples modèles, les trucs, éducation modèle. Alors, comment dire, on creuse un peu, on se rend compte que c'est des personnes qui ne parlent plus ensemble. Pas parce qu'ils se font la tête, parce qu'ils sont vexés, parce que finalement, on a tellement eu de réalisations qu'on ne croit plus en la vertu de la parole et du langage et de la communication. C'est-à-dire que là, il y a ici un truc assez incroyable, que Safar, lorsqu'on est d'accord sur la même sémantique, on est d'accord sur on est sur la même longueur d'onde, peut entraîner, c'est pas une application directe, C'est bon, ça. peut entraîner de façon, comment dire, au fil des années, dvarim achadim, des paroles quelques. On ne parle plus, je comprends. Donc il y a une sorte de non-investissement dans le monde du langage. Si ce n'est le langage purement technique, c'est-à-dire qu'on a fait des choses. On a beaucoup parlé, hein. On a décidé si on achetait Pampers sur Guise, on a décidé où est-ce qu'on allait vivre, où est-ce qu'on allait mettre les enfants. Mais ça, c'est la technique de la vie. Ouais, c'est pas la communication qui va, comment dire, créer quelque chose. Enfin, oui, elle crée que des tours. Mais pour autant, on ne parle pas du tout, par exemple, de sentiments ici. L'aspect sentimental du lien entre deux individus est totalement mis de côté. Ce qui compte, c'est la production. Et au Rachem, la production était belle. Les enfants, bien réussi, une prospérité économique, tout marche. Sauf qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus que quelques paroles. Alors vient Akadosh Baruch Hu et intervient. Donc on n'est plus du tout dans le système de Big Boss, hein. C'est autre chose, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous. Il vient Hachem, il dit En Amechad. Oh, c'est un peuple, mais une seule langue. Les koulam pour tout le monde. Donc tout le monde s'entend, on est dans un temps de dialogue consensuel. Vous avez par exemple même dans des arrondissements, dans des styles, ouais, par exemple, les gens de Neuilly, le style 19e, le style, ouais, c'est-à-dire ça correspond à une sorte de ce qui se fait, la façon de... Et donc, tout se passe comme si tout est figé. Et ils ont commencé à mettre ça, mais là, je ne peux pas laisser faire ça. C'est-à-dire quoi ? Alors, on va reprendre le troisième Rashi qui dit qu'une fois tous les... Ouais. Alors, le monde s'écroule. Mais pourtant, c'est incroyable, mais Akadosh Baruch Hu a promis qu'il ne commencerait plus. Après Noir, il a dit, voilà l'arc-en-ciel, c'est le signe. Ça veut dire, mais lui, eux, ne croient pas en cette parole d'Hachem. Mais pourquoi ils ne croient pas en la parole ? Parce que la parole n'a pas de valeur. Je répète. Hachem a promis qu'il ne détruirait plus le monde. Il a promis, il y a une promesse d'Hachem. Ça a du poids la parole d'Hachem ou ce sont des paroles qui s'envolent ? Réponse non, c'est sûr que c'est du poids. Mais étant donné que ce sont des personnes qui n'ont plus ils n'ont
que quelques mots pour parler, ils ne s'expriment plus, il n'y a plus de poids au langage. Donc la promesse d'Hachem aussi rentre dans ce catégorie, c'est qu'il n'y a plus de poids à ce que dit Hachem. La seule chose qui marche dans la vie, c'est la production. Et donc, pour être sûr de ne plus avoir de problème au niveau du déluge, on va mettre une tour, pas pour combattre Hachem, c'est pas comme le premier pshat de Rashi. C'est qu'on ne fait pas confiance à ta parole. Ta parole ne vaut rien parce que la parole en tant que telle ne peut rien avoir, ne peut rien générer. Ce qui compte, c'est le monde de la production. La parole est là comme une sorte d'outil pour le besoin, comme dit Bergson. C'est-à-dire qu'il y a un besoin, donc il faut qu'on puisse se mettre d'accord pour pouvoir produire ensemble. Pour acheter, comment tu fais acheter si tu ne sais pas parler? C'est complexe. Donc on va créer un langage, mais un langage qui est focalisé essentiellement, non pas sur l'épanchement existentiel d'un individu, mais sur la survie d'un individu, c'est tout. Maintenant, donc ils ne croient pas en langage dans leur relation humaine, ils ne peuvent pas croire au langage de Kadosh Baruch. Il y a une parole dans Chazal qui dit que En bonim matseva des tzadikim. On ne fait pas de stèle avec tzadikim. Zichronam em matsevatam. Leur souvenir, tout ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire te rappeler de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, alors c'est ça en fait le véritable vestige d'un tzaddik. C'est-à-dire que le monde ici, c'est en train de nous dire Hachem, alors première lecture qu'on a vue dans le Netziv, on comprend qu'en fait il y a une humanité mais qui en veut Hachem. Ouais, donc on ne peut pas créer un consensus avec une déconnexion d'Hachem. Alors on ne va pas tuer parce qu'il y a quand même une union, mais il faut monter un petit peu la sauce, il faut un petit peu élever le débat. Ouais, il faut créer une humanité qui aura un lien avec le divin. C'est pas possible. C'est le premier malheur. Deuxième lecture ici, c'est beaucoup plus subtil. C'est à l'intérieur même des gens qui sont bien, des gens qui ont rien contre Hachem, qui finissent petit à petit à ne plus croire en l'aspect totalement créateur de la parole. Je donne un exemple qui est un petit peu osé, mais je rentre dedans, c'est ce qu'on a évoqué avec la Chavouta. Par exemple, tu vois par exemple dans une sorte d'habitude, je ne sais pas d'où elle vient, dans le monde orthodoxe, les parents, lorsqu'ils s'appellent, ils se parlent devant les enfants, ils s'appellent papa et maman. Papa, maman. Mais c'est pas ton père ni ta mère. Non, mais devant les enfants, papa et maman. Il y a derrière ce consensus, cette façon de s'appeler, alors je sais pas d'où c'est imité, d'où c'est venu, j'ai pas vu ça partout. Comment ? Il y a une source à ça. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, non ? J'ai jamais vu Abraham appeler maman. Oui, je sais, mais j'aimerais bien l'avoir. Alors je pense que derrière ça se cache quelque chose de tout à fait intéressant, qui s'appelle que finalement, en s'appelant comme ça, tout se passe comme si c'est notre seule fonction dans la vie. Il n'y a pas de fiancé, il n'y a pas eu un... C'est pas vrai. Enfin, moi j'ai vu chez des grands rabbinim, pas comme ça. Je bien clair. On s'appelle par son prénom. Parce que papa, il est papa, mais il est plein de choses autres. Il a été fiancé, il a été avant d'être marié, il est autre chose. Donc c'est pas ça. On ne peut pas se cantonner à notre facteur, à notre faculté de géniteur. Non mais il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est certainement pas conscient que cette chose, donc c'est une sorte d'imitation. Les gens, ça fait froum de faire comme ça, donc les gens font pareil. Mais je dis que derrière ça, on a parlé avec un ami, se cache quelque chose d'inquiétant. Et maintenant, si vous voulez avoir une traduction, combien de fois un couple peut dire, des fois, on a besoin de se retrouver tout seul, quoi. Il y a des moments dans lesquels le couple a besoin d'être sans les enfants. Il y a des moments où on doit être avec les enfants, il y a des moments où il existe un couple, et d'ailleurs les enfants ne supportent pas ça. Lorsqu'un mari et une femme parlent ensemble, par exemple, vers 10h, 11h du soir, il y a toujours un enfant qui va essayer de ça, parce qu'il aimerait tellement que finalement, nous ne soyons que ça. Il ne comprend pas qu'il puisse exister une vie qui était avant eux, ouais. Donc c'est un problème classique dans l'éducation. On rencontre ça très souvent. Regardez le jour où vous voulez parler, enfin très souvent, on veut partir faire un restaurant avec son épouse. Ouais, t'as toujours quelques enfants qui vont commencer à dire ah non, pourquoi vous parlez, vous n'êtes toujours jamais là, ouais. Ils n'aiment pas l'aspect papa maman, enfin en tout cas monsieur et madame qui se réunissent, c'est complexe. Je dis que dans ce qu'on dit, il y a une sorte petit à petit de définition de l'individu comme étant qu'est-ce que ça produit. Évidemment, on a produit une famille, donc c'est ça en fait finalement notre production. Et donc ça risque de devenir notre mode de définition. Et puisque ça risque d'occuper, si vous voulez, l'essentiel de nos paroles. Je rappelle qu'il y a un Rabbi Kiveger qui a dit sur lui dans son biographie, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas je pense que c'est vrai. Rabbi Kiveger donnait 32 shiurim différents par semaine. 32 shiurim différents, dans tous les recoins du chasse. C'est le plus grand maître de cette génération, le judaïsme hongrois. Et il dit, dans sa biographie, j'ai lu, qu'avec ça, il parlait des heures chaque jour avec son épouse. Des heures. Chaque jour.
C'est-à-dire, pour moi, c'est une illustration extraordinaire de cette idée. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer que Rabbi Akiva, à son âge, il avait déjà peut-être marié tous les enfants. Les heures en question, c'était pas quelle couche on prend et quelle gestion du budget. C'est autre chose. Dans l'heure, il y a ça, mais il y a d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a une croyance en la communication qui passe de façon essentielle par une faculté de pouvoir toucher ses sentiments. Ce que disait Bergson en disant que finalement, même nos propres sentiments, on est extérieurs à eux-mêmes. On n'arrive pas à trouver les bons mots. Il faut avoir un génie. Alors, il y a un truc assez intéressant que je vous propose ici, c'est qu'Akadosh Baruch Hu va les punir. Comment il les punit? Personne n'arrive à communiquer. C'est-à-dire qu'on brise le consensus. Qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire, le Midrash va dire, alors lui, il demande un marteau, il ne comprend pas. C'est-à-dire, on va réinitialiser une nouvelle façon de communiquer. C'est en fait la punition. Je t'oblige maintenant à rentrer dans une gamme beaucoup plus large et essayer d'ouvrir et d'essayer de... Tu vas parler avec les mains, tu vas essayer de trouver un moyen, de façon italienne de parler, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, bref, mais tu vas commencer à réamorcer la pompe au niveau du langage, recroire en la puissance de la communication par le biais du langage. Ça, c'est ce que le Akadosh Baruch Hu propose. Allez, comment c'est extraordinaire. L'endroit s'appelle Bavel. C'est autour de Babel, Bavel. Shambalal, a mélangé. C'est quand même incroyable que c'est là-bas qu'on va accoucher la Torah chez Baal Pé, au niveau de son écriture. Le Talmud Bavli, notre culture juive, c'est exclusivement le Talmud Bavli. On vit le judaïsme, l'essence même du judaïsme, c'est la culture juive, c'est le Talmud Bavli. C'est incroyable au niveau historique que c'est justement là-bas que vont naître les plus gros débats, la Torah orale qui va se coucher sur un papier, qui va montrer à quel point finalement c'est infini, parce que tu as le Talmud, l'écriture entre 220 et 400, je crois, plus 220 et plus 400, et après, impossible de l'interpréter tout seul le Talmud. Tu as les Géonim qui ont écrit des responsables, mais après, tu as à partir de 1000, les Rishonim. Ouais, qu'est-ce que tu ferais le Talmud sans Rashi? Puis après les Rishonim, tu as les Acharonim, après les Acharonim, tu as Artscroll, ouais. C'est l'Acharonim, ouais. C'est-à-dire que tu vois à quel point t'as beau maintenant, tu auras les précis d'Artscroll et tu auras les scrolls en images, tu auras tout ce qu'il faut, ouais. Le plus court est sponsorisé par l'édition Schochenstein de Artscroll. En tout cas, non, ça veut dire, après tout ça, ça restera toujours chez Baal Pé. Paradoxalement, c'est justement ça que nous, on essaie de créer dans le monde de la Torah chez Baal Pé. Qu'est-ce qu'on a? On a un texte qui n'est pas des théorèmes comme en mathématiques ou en physique, un texte qui est en fait la parole de deux sages, qui sont toujours en train de se frixer. Rabbi Meir, Rabbi Tarfon, et ainsi de suite. Ils disent des choses. Tu vas essayer d'exploiter qu'est-ce qui se passe derrière ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas. Tout le travail de la Mishnah, Chissur et Mersera, on a manqué ce mot et tout. Tout ça, on se familiarise toute notre vie avec la croyance, la confiance à l'expression orale. C'est une bracha, alors, cette minute-là. Exactement, ce que je veux dire, c'est une sorte de bracha. C'est un tikkun, on appelle ça un tikkun. C'est une façon de dire, voilà, vous êtes dans un mauvais mode, il faut réamorcer la pompe au niveau communication. La seule possibilité, c'est que je vous fais recréer un dialogue dans lequel vous allez d'un coup pouvoir véritablement vous exprimer. Pas parler, mais vous exprimer. Et donc on a une nouvelle lecture beaucoup plus subtile, on va dire. Enfin, c'est autre, hein, c'est pas... c'est ça qu'on avait voulu développer donc avec mon ami. Alors, qu'est-ce que nous apprend Rashi par la Shema Kodesh?